Au moins 100 000 personnes obligées à fuir leur maison ces dernières années au Burundi à cause des inondations et catastrophes naturelles. Une situation qui a fait plus de 1000 morts et poussé à l'exil près de 400 000 Burundais. L'extraction traditionnelle d'huile de palme, une activité qui se pratique dans plusieurs zones agroécologiques du Cameroun. Dans ce journal, incursion dans quelques unités de production. Et puis en sport, l'Ultimate Fighting Championship introduit une ceinture provisoire à l'UFC 265 à peine 5 mois après la victoire de Francis Ngannou face à Stipe Miocic. Les négociations avec Ngannou pour son prochain combat ont abouti à une impasse. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes bien en direct du journal sur Dashi News. Bonjour. Au moins 5 000 personnes sans abri au Burundi, un délogement causé par de fortes précipitations ces dernières années. Les premières victimes de ces catastrophes naturelles sont les enfants. Il y a près de 2 ans, des pluies torrentielles ont touché près de 2 millions de personnes, faisant 265 morts. Stéphane Dibébé nous en dit plus. Une montée des eaux du lac Tanganyika liée aux fortes précipitations enregistrées au Burundi ces derniers temps. Des eaux qui entraînent des crues et l'érosion, des maisons inondées, des lieux de loisirs devenus impraticables, d'importants dégâts matériels. Dans cette maison, les matelas et autres meubles sont superposés. Pour aller à l'école, ces enfants doivent désormais emprunter une pirogue. Depuis le début des inondations, l'activité économique a subi un coup. En avril dernier, le lac est monté d'environ 4 mètres par rapport à son niveau normal, détruisant ainsi des centaines de maisons. Les organisations non gouvernementales qui luttent pour la protection des enfants révèlent que ces derniers ont été particulièrement touchés. Elles estiment que 7 200 déplacés, soit 7%, sont des bébés de moins d'1 an. Pour l'heure, le Burundi paye le prix fort du changement climatique global et les enfants sont les plus touchés. Et on parle Covid-19 dans ce journal. Au Royaume-Uni annonce un assouplissement des mesures barrières contre la pandémie. Seulement, le système est moins simple qu'il ne paraît car seuls les voyageurs entièrement vaccinés et ayant reçu des injections d'une liste approuvée de pays seront admis à voyager selon les nouvelles règles du Royaume-Uni. Audrey Melingui. Selon les autorités sanitaires britanniques, les vaccins approuvés pour entrer au Royaume-Uni sont Oxford, AstraZeneca, Pfizer, entre autres. Pour certains, cette décision du Royaume-Uni remet en question l'authenticité des vaccins envoyés par le pays dans le monde, plus précisément en Afrique. Le continent a reçu des milliers de doses de vaccins du Royaume-Uni. Par ailleurs, le pays met en place un certain nombre de mesures qui prendront effet à partir du 4 octobre prochain. Les voyageurs vaccinés ne seront plus contraints d'effectuer un test avant leur départ d'un pays qui ne figure pas sur la liste rouge. Par contre, l'exigence demeure pour les non-vaccinés des pays classés zone rouge. Ils devront effectuer des tests PCR avant leur départ, ainsi qu'au 2e et 8e jour après leur arrivée, avec la possibilité de faire un 3e test pour réduire la quarantaine de 10 jours. Une décision largement saluée par l'industrie du voyage britannique. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga s'est exprimé vendredi sur l'envoi éventuel dans le pays de mercenaires russes du groupe de sécurité Wagner. Aucun accord de partenariat n'a encore été signé jusqu'ici. Pourtant, la France et l'Allemagne ont déjà lancé des avertissements au gouvernement malien. Marie Vandongo. Le chef du gouvernement Choguel Maïga a indiqué qu'au regard de l'annonce du départ de la force Barkhane, les autorités ont engagé une réflexion sur un éventuel plan B pour pouvoir rétablir l'autorité et la souveraineté de l'État sur l'ensemble du pays. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous interroger si de la même façon dont les partenaires ont décidé de quitter certaines localités, s'ils décident demain de partir, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de nous interroger, est-ce qu'il ne faut pas avoir des plans B? D'autant plus qu'on a vu des pays où on a lâché et puis les gens se sont retrouvés seuls. Le plan B serait la société russe Wagner. Le présumé accord d'un montant de 6 milliards de francs CFA, soit environ 10,8 millions de dollars par mois, donnerait accès à Wagner à 3 gisements miniers, 2 d'or et 1 de magnésium. On va vers d'autres horizons. Je l'ai dit dans mon discours à la place de l'indépendance le 4 juin, alors que je n'étais pas investi par le président de sa confiance.
Mais il y avait déjà les désignations du M5. Il avait dit très clairement qu'il faut qu'on ait la possibilité de regarder vers d'autres horizons, qu'on élargisse les possibilités de coopération pour maîtriser notre défense nationale. En contrepartie, les mercenaires russes seraient chargés de former les forces armées maliennes et d'assurer la protection de certains hauts dirigeants maliens, mission qu'effectue déjà le groupe Wagner en Centrafrique. La société controversée Wagner est déjà présente dans plusieurs pays africains, une présence contestée par l'ONU qui dénonce des exactions commises par cette entreprise paramilitaire dans les pays hôtes. Et puis on parle de cette start-up Meditech qui met à la disposition des pharmacies ivoiriennes une solution numérique pour tracer et sécuriser la vente des médicaments aux citoyens. À travers un dispositif basé sur un QR code, elle permet de garantir l'authenticité des médicaments mis en circulation dans la capitale Abidjan. Serge Bertrand ici nous en dit plus. Dans cette localité d'Adjamé, en plein cœur d'Abidjan, se trouve le plus grand marché de faux médicaments de l'Afrique de l'Ouest. On y trouve des médicaments disposés çà et là sur les étals. L'origine et les conditions de conservation ne sont pas rassurantes. Une situation loin de décourager la nombreuse clientèle, celle-ci attirée plus par le rapport prix plutôt que celui qualité. Les pharmacies se sont engagées avec l'aide de la start-up Meditech dans la lutte contre les faux médicaments. Une technologie innovante qui permet de scanner le médicament à travers un QR code. Par ce mécanisme, le patient retrace le circuit du médicament depuis son origine jusqu'à sa pharmacie de destination. De même, elle offre une possibilité de substitution entre deux médicaments ayant la même molécule. Cette technologie, pour le moment, est utilisée gratuitement pour les pharmacies et les patients en Côte d'Ivoire. Elle sera bientôt lancée au Sénégal et au Cameroun et peut-être dans toute l'Afrique centrale dès février 2022. Et puis on en vient à cette actualité. L'ambassadeur italien au Cameroun, son Excellence Marco Romiti, reçu en audience par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. Au menu des échanges, Alamine Ousmane a tenu à soulever les points de la coopération italo-camerounaise, notamment dans le secteur de l'économie, la santé et l'éducation, des domaines fortement impactés par l'Italie. Marco Romiti se dit, lui, satisfait des relations entre le Cameroun et l'Italie qui sont plus que jamais solides. Arrivé en 2017, il aura passé 3 ans en terre camerounaise. 642 milliards, c'est le montant du plan cadre de coopération signé entre le Cameroun et l'ONU. Les objectifs de cet accord, implémenter les priorités nationales et atteindre les objectifs de développement durable pour la période 2022-2026, s'inspirant ainsi de la stratégie nationale de développement 2020-2030, un plan conjointement préparé par l'ONU et le gouvernement du Cameroun. Serge Bertrand ici, reportage. Le plan cadre de coopération arrive à un moment crucial de transformation et se focalise sur un ensemble de domaines essentiels pour réaliser la vision nationale du Cameroun. Selon Alamine Ousmane, ministre camerounais de l'économie, l'enveloppe prévisionnelle s'élève à plus de 642 milliards de francs CFA, dont 33,5% ont déjà été mobilisés à travers les ressources ordinaires des Nations Unies. Le reste étant à la charge du gouvernement et des bailleurs de fonds. Parmi les objectifs du plan cadre, figure la réduction des écarts entre les indicateurs socio-économiques, l'autonomisation des jeunes, des filles et des autres groupes vulnérables, entre autres. Le partenariat s'inscrit dans le cadre de l'amélioration durable de la compétitivité de l'économie camerounaise, la lutte contre la précarité et la pauvreté chronique et le renforcement de la résilience face aux diverses crises. À en croire le ministre Alamine May, il s'agit de promouvoir une croissance durable, forte et inclusive, y compris en situation humanitaire. L'extraction d'huile de palme de façon traditionnelle, une activité qui se pratique dans plusieurs zones agroécologiques du Cameroun. Dans ce reportage, incursion dans quelques unités de production dans la ville de Konsamba pour comprendre le processus de transformation de ces petits fruits charnus. On regarde. Le palmier à huile, première plante oléagineuse au monde, très cultivée. Ces fruits charnus de couleur rouge produisent de l'huile de palme. Le processus est laborieux, mais le résultat est juste incroyable. Tout commence par la récolte des régimes de fruits de noix de palme en maturité. Elles pèsent généralement entre 25 et 30 kg selon les variétés. On passe ensuite à la transformation.
Elle débute par l'égrappage des noix de palme sur les rafles. Précédemment bouillies, elle passe à l'étape de malaxage à l'aide d'une presse qui va déchiqueter la noix de palme. D'un côté, coule alors de l'huile de palme et de l'autre, sortent les fibres. Avant une cuisson moderne, électrique, oui. Là, après cuisson, on passe à la machine, puisqu'il y a deux machines. Une machine qui broie entièrement les noix avec la peau et tout. Et une machine qui fait un fournisseur. On peut appeler ça, c'est une façon archaïque même modernisée. Puisqu'on ne retient les parmis et les totaux. À l'époque, on piétinait à pied pour avoir les parmis et les totaux. Mais aujourd'hui, on a trouvé une méthode avec la machine. La machine malaxe, on lave, on recueille la pâte qu'on remet encore sur le four. Le travail n'est pas terminé. On passe à la prochaine étape, la clarification qui se fait en chauffant à haute température l'huile brute. Un procédé qui permet de séparer l'eau et l'huile. L'huile, plus lourde que l'eau, remonte alors à la surface. L'opérateur peut alors recueillir une huile prête à la consommation. Là, on cuit la pâte. Ça prend un minimum 1h30 de cuisson. Oui. Après cuisson, maintenant, on passe au refroidissement. On augmente de l'eau. Après refroidissement, on attend au moins 30 minutes. L'huile se décante. Les déchets restent en bas. Et on recueille maintenant l'huile qui est superficielle. Oui, après là, maintenant, ça dépend de chacun. Vous pouvez passer à deux étapes. Il faut faire la cuisson à 2 étapes. Mais généralement, les gens passent la cuisson à une étape. Mais celui qui veut conserver une nuit de bonne qualité passe la cuisson à deux étapes. Donc après première extraction, il recuit maintenant l'huile en question, au moins pour 15 minutes. Un chauffage au moins pour 15 minutes. Là, c'est pour sécher hermétiquement l'eau dans l'huile. Un travail de longue haleine, parsemé de risques, qui permet aux producteurs de vivre. De nombreuses difficultés auxquelles font face les producteurs. Comme dans une zone rurale, et c'est à partir de là, à bas de ça que nous débrouillons, nous nourrissons à bas de ça. Les enfants également, voilà, comme les maladies. Malgré que les prix sur le marché ont souvent des décadences, mais qu'à cela ne tienne, c'est ça qui fait quand même notre force de vivre. Au Cameroun, la production d'huile de palme est estimée à 210 000 tonnes par an. Le marché en demande davantage. Et on parle sport à présent. L'Ultimate Fighting Championship introduit une ceinture provisoire à l'UFC 265 à peine 5 mois après la victoire de Francis Ngannou face à Stipe Miocic. Les négociations avec Ngannou pour son prochain combat ont abouti à une impasse, nous dit Krusty Sanders Mangay. L'Ultimate Fighting Championship introduit une ceinture provisoire à l'UFC 265 à peine 5 mois après la victoire de Francis Ngannou face à Stipe Miocic. Pour cause, les négociations avec Ngannou pour son prochain combat ont abouti à une impasse. Le champion camerounais, qui ne connaît toujours pas la date de son combat et son adversaire, réclame un salaire à la dimension de son talent et du spectacle qu'il ouvre. Mais l'UFC refuse pour l'instant et fait prévaloir le pouvoir du rapport de force. Si l'UFC se permet de traiter Francis Ngannou de la sorte et que personne ne réagit, si ses deux frères, Kamaru Usman et Israël Adesanya, ne sont pas derrière lui en soutien comme des hommes, surtout que ces 3 champions viennent d'Afrique, ils auraient dû être unis. Quand Francis a été mis au placard par l'UFC, cela aurait peut-être changé le rapport de force entre l'organisation et les combattants. L'Américain critique l'attitude passive des combattants de l'organisation et accuse les autres champions africains de ne pas prendre officiellement position pour Francis Ngannou. C'était la seule grosse opportunité pour nous autres. Kamaru Usman et Israël Adesanya avaient vraiment l'occasion de faire changer les choses pour le mieux. Si tu essayes d'arnaquer Francis et que tu as les 3 amis qui se rebellent en même temps et qui montrent qu'ils ne se laisseront plus faire, il aurait pu renverser Dana White. Malheureusement, ils ont laissé Ngannou seul dans la bataille. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Dash News. Prochain journal dans un instant. Bonjour.